Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue dans Tribune présidentielle. Au menu ce soir, la chasse aux potentiels électeurs est ouverte. Les candidats multiplient les rencontres avec leurs sympathisants. Ceci bien avant la campagne électorale proprement dite. La période électorale amorcée depuis la convocation du corps voit meeting, concertation et réunions meubler les agendas de chacun des 12 candidats à l'élection présidentielle. À Keremouna, Samuel Iodi, Jacques Bougarbe, Ateki Seta Caxton mise sur le contact direct avec les électeurs. Pierre Kwemo, Joshua aussi, Patricia Tomaino Ndamjoya, Issa Chiro Mabakari se concertent avec leur base. Et Bello Bouba Maïgari, Serge Espoir Matomba, Cabral Libi multiplient les tournées à travers le pays pour une opération de charme. Des activités fiévreuses, bien qu'officieuses, véritable signe d'un début effectif des hostilités dans une campagne censée démarrer officiellement le 27 septembre 2025. Une précocité qui révèle une course contre la montre où chaque candidat tente de grappiller une avance décisive avant le coup d'envoi légal. Comment les candidats gèrent-ils donc cette phase de pré-campagne électorale? Sont-ils déjà en campagne électorale avant la campagne même? L'analyse de nos invités est à suivre en deuxième partie d'émission, mais avant, place au journal. En ouverture, direction la région de l'Ouest Cameroun, où les habitants du Onkam sont confrontés à des difficultés liées à l'état de la route. La route Banja-Fondjomonkwet, 10 km qui relie plusieurs villages, est dans un état de délabrement avancé, rendant les déplacements quotidiens extrêmement difficiles. Face à la difficulté d'accéder à certaines localités, Donald Nkameni, ancien président de l'Unisport du Onkam, interpelle le chef de l'État, Paul Biya. Le reportage de Franck Jurok-Tassonkin. Endroit où les masses de terre sont venus se poser sur la route, sur la rivière comme ça, jusqu'à ça refuse l'eau descendre. Regardez comment ça a bouché ici. Jusqu'à l'eau ne passe que ça manque en route. C'est ça que nous sommes en train de débloquer comme ça. Comment la masse de terre quitte en route. Banja Fondjomonkwet, la route de tous les maux. Ce tronçon d'environ 10 km est dans un état de délabrement très avancé. Ici, les masses de terre ont bouché ce qui fait office de rigole. Les eaux stagnent sur la chaussée, créant des sortes de piscines. L'état de cette route a entraîné une hausse vertigineuse des prix de transport. Quand il pleut, nous avons vraiment beaucoup de difficultés sur notre route. Vous voyez beaucoup d'efforts à fournir quand il pleut. La route devient vraiment impraticable. Et quand il ne pleut pas, bon, pour les tarifs, quand il pleut, on prend 1500 pour le camp Fondjo parce que nous fournissons vraiment beaucoup d'efforts pour quittant Fondjo, pour Banja, beaucoup d'efforts. Maintenant, le camp Fondjo pour entrer dans les sous-quartiers quand il ne pleut pas. Quand il a plu, autant pour moi, quand il a plu, tu peux payer même 2000. Ça dépend de celui avec qui tu es en train de causer. On peut te prendre comment on peut aussi te prendre 1500 francs. Donald Nkameni, ancien président de l'Unisport du Onkam, en séjour dans cet arrondissement à l'occasion d'une activité sportive et qui en a fait les frais, lance un appel. Je profite de cette occasion pour appeler le président de la République, pour inviter le président Paul Biya à penser aux populations de Fondjomonkwet. Parce qu'aujourd'hui, n'est pas avoir la route à Fondjomonkwet pour un tronçon Banja-Fondjomonkwet, je pense que c'est du désastre. Et vraiment, je compte sur la bonne foi du président pour que ce rêve devienne réalisé et enfin réalité. Parce que nous parlons de moins de 6 km. Nous apprenons lors de ce reportage que le bitumage de cette route communale avait par le passé été engagé. Mais seulement 4 km seront bitumés, laissant 6 autres dans un état déplorable, en saison de pluie comme en saison sèche. Sur la pénétrante ouest de la ville de Douala, l'une des artères les plus stratégiques de la capitale économique, les travaux routiers avancent à grands pas. Selon le ministère des Travaux publics, plus de 50% du chantier est désormais achevé. Une lueur d'espoir pour les usagers de la nationale numéro 3, victimes ces derniers mois d'embouteillages monstres. Juliana Tada et Jires Azangué reviennent de la pénétrante ouest. Leur reportage.
Lors d'une descente sur le terrain ce jeudi, le directeur général des études techniques au ministère des Travaux publics a constaté de visu l'avancement des opérations. Sur les 4 carrefours majeurs à réaménager depuis Bekoko jusqu'au rond-point, 3 ont été déjà traités. Carrefour Musique, Carrefour Sapeur et Carrefour Mabanda. À Carrefour Mabanda, justement, où nous avons échangé avec Donat Takwete, directeur général des études techniques au ministère des Travaux publics, les travaux consistent, comme sur les autres sites, à remplacer l'ancienne structure par une chaussée rigide en béton armé, plus résistante aux charges et durable dans le temps. Vous avez vu comment l'ancienne structure a été décapée. L'entreprise a déjà commencé à poser les armatures. Depuis hier, ils ont décapé. Hier, ils ont commencé déjà à poser les armatures. Et d'ici demain, ils vont commencer à couler du béton pour remplacer cette ancienne structure par une structure en béton armé sur ces zones qui sont soumises à des efforts très importants. Reste à traiter le carrefour rail, le dernier maillon du chantier. Pour réduire les désagréments liés aux travaux, des voies de contournement ont été aménagées, facilitant ainsi la fluidité du trafic en attendant la fin des travaux. Il y avait un trou quelque part à l'intérieur là, qui limitait le passage sur cette voie alternative. Mais à l'heure où nous parlons, l'entreprise mobilisée est en train de fermer ce trou. Et dans quelques heures, cette voie sera également circulable. Donc avant la fin de cette journée, il sera également possible d'avoir cette voie alternative partant du carrefour Mabanda, entrer et ressortir au rond-point 4e. Pour les véhicules légers également. Donc les véhicules légers vont être renvoyés sur ces voies alternatives avec les motos, tandis que sur la voie principale ne resteront que les camions pour faciliter la fluidité de la circulation. Sur la pénétrante ouest de Douala, le chantier avance, mais le ministère des Travaux publics appelle à la discipline des usagers et au respect des règles d'hygiène en zone urbaine. Toutes ces dégradations que nous avons eues ici ont été accentuées par la remontée des eaux sur la chaussée. Et cette remontée est due au fait que les riverains, les usagers de la route déversent les déchets dans les ouvrages d'assainissement, les bouches, l'eau n'arrive plus à circuler, remonte sur la chaussée et détruit progressivement la chaussée. Il est bon que chacun sache que l'ordre voudrait qu'on respecte les ouvrages d'assainissement dans une ville. À la pénétrante Est, enfin, le ministère des Travaux publics a engagé les mesures préparatoires pour remplacer la structure du carrefour Bille par une structure en chaussée rigide. Le gouvernement mise sur la modernisation de ces axes pour désengorger durablement la capitale économique. Également dans l'actualité, 25% des installations incendiées de la Sonara seront remplacées dans le cadre du projet Paras 24, un projet de relance des activités de la société de raffinage du pétrole adopté et présenté aux populations de la région du Sud-Ouest. Paras 24, comme l'appelle la direction de la Sonara, vise à reconstruire, moderniser de nouvelles unités, notamment d'isomérisation et d'hydrosulfuration. Les résultats techniques ont révélé que 75% des installations incendiées en 2019 peuvent être réutilisées, tandis que 25% doivent être remplacées. Le récit de Fondrené Marquez sur des images de Larry Etin, notre correspondant dans le Sud-Ouest. 6 years after being inactive following the fire disaster that ravaged 4 out of 13 production units and partially damaged 3 others, a plan has been adopted by the National Oil Refinery Sonora to restart refining activities within 24 months. The project to accelerate the plan for resuming refining at Sonora in 24 months, abbreviated as PARAS, is a big move. The reconstruction of the damaged units of Sonora, as well as the rehabilitation of those units that were not totally damaged. So in so doing, it's going to permit Sonara to come alive and be able to start production to where its configuration was as of the 31st of May 2019 when the fire disaster happened. A French engineering firm has been contracted for the job. This firm has so far carried out a technical audit. According to their report, 75% of the damaged units can be reused, while 25% must be replaced to ensure full functionality. The inception of this project
has been embraced by elites and chiefs of the Southwest region. And the elaborate explanations that were given to questions that came from elected officials and traditional authorities remain a source of assurance which we can afford to carry to our electorate. It confirms that Sonara is going to be rehabilitated in the days ahead. The facts were put on the table. The message was clear. We got to a one-on-one exchange with him and details were given to us. And so it is not something that we have to doubt anymore. A few months ago, I was here to talk with him. He has gone further than where we ended. During a recent gathering at the refinery to inform the elites of the region, the general manager Aruna Baku announced that 30 experts are expected to enhance the detailed inspection of the restructuring and modernization process of Sonara. The general manager emphasized that PARAS is neither a substitute for the ongoing restructuring plan, nor is it in contradiction with the 2010 modernization project or the long-term reconstruction program. Although the financial aspect remains unknown, an ad hoc committee has been set up for that purpose. En politique présidentielle 2025, le président de la commission régionale de la campagne du RDPC dans le Nord, Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye Lamido de Rebouba, premier vice-président du Sénat, a présidé à Garoua une réunion de concertation avec les deux partis alliés du RDPC présents dans la région, l'ANDP, l'Alliance pour la démocratie et le progrès, et l'ACC, la All Cameroonian Congress. Une rencontre pour trouver des stratégies afin de mener à bien la campagne et faire élire le président Paul Biya au soir du 12 octobre prochain. La correspondance de Daniel Aman, notre correspondant à Garoua. Quelques soucis techniques avec cet élément de Daniel Aman, notre correspondant à Garoua. Vous aurez l'occasion de le retrouver dans nos prochaines éditions d'information. Mais déjà, et toujours en marge de l'élection présidentielle, 16 jours avant le début officiel de la campagne électorale, les alliés politiques du président Paul Biya sont actifs sur le terrain. À Garoua, justement, dans le Nord, l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès et le mouvement pour la défense de la République ont élaboré des stratégies pour rallier les électeurs de la périphérie à la cause du candidat du RDPC. D'autres précisions dans cet élément de Fondreni Marquez. As preparations ahead of the 2025 presidential election gain steam across the national territory, political parties are bracing themselves. The National Alliance for Democracy and Progress, ANDP, one of the allies of the ruling CPDM party, has been mapping out strategies and mobilizing their team. La coordination régionale de l'ANDP a initié une rencontre autour de laquelle se retrouvent tous les coordonnateurs d'arrondissement sous la présidence de Monsieur le Président national en vue d'organiser l'élection présidentielle du 12 octobre et ce qui va avec, c'est-à-dire la campagne électorale. Il s'agit d'une réunion stratégique pour définir la manière dont nous allons aborder cette campagne électorale et le message indiqué pour la réélection du président Paul Biya. In a meeting recently held in the FIF in Garoua, led by the party's national president Amadou Mustafa, who is also planning a joint mega meeting in support of Paul Biya in the upcoming elections. Another party backing President Paul Biya that has been busy on the field is a movement for the defense of the Republic, MDR, installing the campaign team in Garoua. The national president, Barrister Njowe Paulin, explained how they intend to work on the ground. Oui, consiste à faire quoi? À installer, n'est-ce pas, dans les régions où nous sommes implantés, des équipes de campagne qui vont sillonner, n'est-ce pas, les différentes villes et les villages afin de porter le message de notre candidat. Donc pour que véritablement, le 12 octobre, nous portons, n'est-ce pas, la victoire finale de notre candidat. Barrister Timothée Guillaume, the head of the campaign team, has promised to persuade voters to rally behind their ally, Paul Biya. Nous pouvons vous le dire, à Goy déployer
que nous allons véritablement nous atteler à la fonction, nous allons véritablement nous atteler à la tâche. Comme il a recommandé, nous irons partout, dans tous les coins et les recoins de la région du Nord, pour pouvoir porter le message qu'il a tout à l'heure déroulé. The active involvement of these political allies is coming just few days before the official launch of the campaign. Pendant ce temps, dans le PCRN, le candidat opte pour le recrutement d'hommes robustes dans la surveillance du vote afin de faire face aux intimidations sur le terrain. Face à la presse, hier mercredi à Yaoundé, Cabral Libye a lancé un appel aux populations pour une participation massive à la surveillance du scrutin, tout en soulignant l'importance des coalitions. Le candidat du PCRN a averti contre l'idée selon laquelle le pouvoir sortant ne pourrait être battu qu'à cette condition. Plus de précisions avec Sébastien Oyébé et Julien Bapungué. Face à la presse et ses partisans à Yaoundé, le candidat du PCRN a insisté sur la nécessité d'une implication directe des électeurs dans la surveillance du vote lors de la présidentielle du 12 octobre prochain. Que chacun s'engage. Pas besoin de militer pour un parti politique. Peut-être que vous voulez juste faire œuvre utile. Peut-être avez-vous déjà choisi pour qui vous allez voter. J'espère que c'est moi. Mais même si ce n'est pas moi, rapprochez-vous du candidat de votre choix, de ses équipes, de ses états-majors, et ils vous donneront le mandat pour les représenter dans la commission locale de vote, puisqu'il y a une commission locale de vote pour chaque bureau de vote. Le candidat a comparé la vigilance électorale à un acte de discipline collective, évoquant le jeûne religieux pratiqué par de nombreux Camerounais comme une métaphore d'endurance pour cette journée. Nous voulons le changement. Et nous avons un seul jour tous les 7 ans pour œuvrer pour le changement. Même s'il faut rester affamé, le jeûne d'un jour ne tue pas. Parce que parfois, on dit il faut des sandwichs, il faut ceci. Oui, beaucoup d'entre nous, chrétiens comme musulmans, nous avons l'expérience du jeûne pour prier. Nous prions dans le jeûne. Mais tu peux te dire, pour le 12 octobre, je reste à jeun pour le changement. Rappelant les incidents et les intimidations enregistrées lors de la présidentielle de 2018, il a mis en garde contre les risques de pression et de corruption visant les surveillants. Parce que quand les 2000 commencent à circuler, les 25 000, il y a beaucoup de choses, hein? Il y a même des intimidations. C'est pour cela que dans notre travail de recrutement des surveillants du vote, l'une des directives que nous avons données, c'est que chaque fois qu'on peut trouver des gens musclés et gros, il ne faut pas hésiter. S'il reconnaît les limites et les difficultés de l'opposition, pour lui, la sécurisation du scrutin repose moins sur les structures partisanes que sur une volonté collective d'assurer la crédibilité du processus électoral. Et dans la perspective du scrutin du 12 octobre prochain, 5 artistes musiciens originaires de la ville de Ngaoundéré unissent leurs voix dans une chanson de 5 minutes en français, anglais et fulfulde. Publiée sur les réseaux sociaux, l'œuvre gagne rapidement en popularité et porte un message clair. Inciter les candidats à s'unir pour une coalition. Le reportage à Ngaoundéré de notre correspondant Amadou Bello. Très chers révolutionnaires et candidats à la présidentielle du Cameroun, le moment est venu pour vous de gouverner, de diriger ce pays. Mais nous ne pouvons rien contre le régime en place, à part nous unir. Coalition, coalition, nous appelons à la coalition. Un appel à la coalition au rythme de la musique sahélienne. 5 artistes de Ngaoundéré s'unissent. Aboubakar Babadjo, Aminatou Ouale, Awalou Danja, Farida Larose et Nanadjo. Une chanson de 5 minutes inspirée des réactions des Camerounais sur les réseaux sociaux, selon la diva du Sahel, l'une des auteurs. Je suis souvent sur les réseaux sociaux pour voir comment ça se passe. Et puis on a constaté que tout le monde demande à la coalition. Donc on a décidé de s'asseoir ensemble et de composer cette chanson. Être voix des Camerounais aujourd'hui. Depuis sa publication, le titre fait le buzz. Des milliers de vues, des likes qui explosent. Signe d'un accueil favorable. Beaucoup d'appels à l'intérieur des pays et à l'extérieur. Que ce soit en français, en anglais ou en fulfulde, les artistes insistent. Pour eux, l'heure est à l'union des candidats. That's
of presidential election, we need coalition. Without coalition, we can't do anything to move the system. Dans les régions de l'Adamawa, de l'extrême nord et du nord, la bataille électorale se ferait également sur le champ musical. Les artistes locaux se rivalisent d'inspiration, de talent et de composition en fonction du profil de chaque candidat. Les candidats à la présidentielle 2025 sont-ils déjà en campagne avant la campagne? Depuis la publication de la liste des 12 pour le 12 octobre, presque tous sont sur le terrain menant des activités toutes similaires à celles d'une campagne électorale officiellement lancée. Pourtant, l'article 87 du Code électoral prescrit son ouverture 15 jours avant le scrutin. La loi électorale est-elle bafouée au vu et au su d'Elections Cameroun? Sinon, quelle sera la différence fondamentale entre ces activités dites de pré-campagne et celles de la campagne électorale qui s'ouvre le 27 septembre prochain? La lecture de Jean-Paul Chouniat. Depuis la publication de la liste des 12 candidats autorisés à concourir à l'élection présidentielle le 12 octobre prochain, certains prétendants à la succession au fauteuil du président sortant Paul Biya mènent des activités aux allures de campagne électorale, mais qualifiées de pré-campagne. Ainsi, ces activités politiques vont s'intensifiant au fur et à mesure qu'approche la date du 27 septembre, date du coup d'envoi de la campagne électorale proprement dite, conformément à la loi de 2012 portant code électoral, stipulant en son article 87, la campagne électorale est ouverte à partir du 15e jour précédant le scrutin. Elle prend fin la veille du scrutin à minuit. À observer de près ce qui se passe sur le terrain, avec presque tous les candidats qui sillonnent le triangle national, organisant de grands bains de foule et meetings populaires dans diverses localités du pays. Pourtant, aucun article du Code électoral ne consacre l'expression de pré-campagne électorale. Si ce n'est une violation de la loi par les 11 candidats de l'opposition, comme par les équipes du RDPC au pouvoir, quelle différence fondamentale est-on à même de faire entre les activités abusivement appelées de pré-campagne et celles de la campagne électorale proprement dite, avec des leaders de partis politiques, haranguant les foules, distribuant au passage des gadgets et promettant monts et merveilles en infrastructures sociales de base et de bien-être s'ils sont élus au soir du 12 octobre. Si de tout point relié, les candidats sont en campagne avant l'ouverture officielle de la campagne, pourquoi Elections Cameroun laisse-t-il prospérer des activités de campagne, sachant pertinemment que du 27 septembre au 11 octobre à minuit, les mêmes candidats et leurs équipes mèneront les mêmes activités de séduction de l'électorat? Au regard de ce qui précède, l'article 87 a-t-il encore sa raison d'être dans le code électoral? Face à ce vide juridique, à quoi devraient donc s'occuper tous ces candidats, presque déjà tout grelottant de la forte température croissante, de la très grosse fièvre électorale de ce scrutin présidentiel du 12 octobre? Merci Jean-Paul Chouniat. Bienvenue dans la deuxième partie de Tribune présidentielle. Merci à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Nous sommes en direct sur Balafon Télévision. Vous pouvez également nous suivre sur Radio Balafon et sur Balafon Télévision, la page Facebook de la télé. Également sur le 515 et le 922 du Bouquet Canal+, et surtout les câbleaux distributeurs. On parle ce soir des activités des partis politiques et des candidats engagés pour cette élection présidentielle prévue le 12 octobre prochain. Les activités de pré-campagne électorale. On voit depuis plusieurs semaines déjà des candidats se déployer sur le terrain. Que font-ils? Quel est l'objet de ces tournées, de ces réunions, de ces meetings organisés? Avec nos invités ce soir, on tentera de faire une immersion dans les QG des partis politiques engagés pour cette élection présidentielle. Bouba Yaya Monglo a accepté notre invitation et est avec nous ce soir. Bonsoir, merci, bienvenue. Bonsoir, Madame Mayo. Vous êtes membre du... Une fois de plus sur le plateau. Vous êtes membre du Conseil national de l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Bienvenue. Bonsoir également à Pierre Djokwa, communicant du PAL, le parti de l'Alliance libérale. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Claude. C'est toujours un plaisir de passer chez vous.
Thierry Armand Micom est également avec nous. Il représente le PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est plutôt moi qui vous remercie, Dame Mayo, de m'avoir convié à cet autre cocktail explosif de connaissances, de savoir et de partage. Je profite de cette tribune pour remercier vos techniciens qui sont dans l'autre côté et qui nous permettent d'être regardés de par le monde. Naturellement, je dis bonsoir à vos millions de téléspectateurs et d'auditeurs. Auditeurs. Oui. Ne sommes-nous pas regardés? Nous sommes regardés et nous sommes suivis en ce moment sur Radio Balafon. Et d'auditeurs également. Je profite également pour saluer et pour dire un bonsoir particulier au promoteur de cette radio, un aîné à moi, Cyril Bojico. Merci Armand Thierry. Et puisque vous avez la parole, je vais commencer par vous. Quelle est la situation au niveau du PCRN? Comment le parti et son candidat préparent le rendez-vous du 12 octobre? Je dirais qu'au PCRN, nous sommes sereins, nous sommes au taquet, nous sommes au travail, nous sommes au fouet et au moulin. Nous mettons les petits plats dans les grands, politiquement parlant. Alors, il n'aura échappé à personne, et notamment pas à vous, je suppose, qu'il y a de cela 2 semaines, le candidat du PCRN, l'honorable Cabral Libi, était à Kribi, un méga meeting, lors duquel il en a profité pour remobiliser, redynamiser et remotiver tous les militants du côté de l'océan, ceux-là qui s'étaient privés ou alors s'étaient vus être privés de notre congrès, le congrès du PCRN en 2023, malheureusement. Alors, ils ont eu cette occasion d'échanger avec l'honorable Cabral Libi. Je dois dire ici, pour le préciser, que le même jour, voulant semer la discorde, voulant semer la confusion dans l'esprit des militants et des électeurs du Sud et de Kribi notamment, un autre meeting avait été organisé par le parti au pouvoir. Mais bon, ça a donné ce que ça a donné de l'autre côté. Et puis, de l'autre côté, c'était la faveur, c'était la liesse populaire, c'était le bain de foule. Et c'était l'occasion pour l'honorable Cabral Libi de rappeler les 11 points, autant pour moi, les 11 points de son programme politique. Ouais. Celui-là même qui lui permettra d'être élu au soir du 12 octobre 2025. Donc le candidat du PCRN et le parti et les militants dans l'ensemble sont sur le terrain. L'idée est de vulgariser le programme de Cabral Libi. En effet, c'est la vague orange, comme vous l'aurez constaté, la déferlante de la vague orange sur l'étendue du territoire camerounais. Il ne faut aucun doute que nous allons remporter ce scrutin et je profite également pour dire que nous restons ouverts à toute idée de coalition et je crois que d'ailleurs les actions sont en train d'être menées à cet effet. On aura l'occasion d'en reparler. Pierre Diokwa, c'est la même assurance au niveau du PAL. Nous sommes à 30 jours de l'élection présidentielle. Oui, une fois de plus, je vous remercie infiniment. Oui, pourquoi déjà campagne avant la campagne? Comme vous le savez, au Cameroun, on a juste 15 jours de campagne officielle. Ces 15 jours, si on ne se met pas, on s'y met pas avant, ça ne serait pas évident d'assurer les choses. Donc, c'est la raison qui nous pousse à communiquer déjà, à aller sur le terrain. Nous avons été à mon atelier déjà, où c'était une grandiose, c'était quelque chose de formidable. Avant ça, on était à Bamenda, dans le nord-ouest, et à Boya aussi. Dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, oui. Donc, vous savez, avec l'état des routes actuellement, l'état de la communication, ce n'est pas évident de partir même seulement de Douala pour Boya. Déjà à Bonabéry, nous sommes coincés. On met 3 heures de temps à Bonabéry pour traverser jusqu'à Bekoko. Et Claude, je vous dis, ce n'est pas facile. C'est la raison pour laquelle cette campagne avant la campagne est indispensable. Donc vous reconnaissez qu'au sein du PAL, vous êtes effectivement en campagne, même si c'est de manière officieuse. Oh, on peut dire une campagne de communication, c'est ça. On communique, on en reviendra. Alors, Bouba Yaya, la campagne, elle est lancée également au sein de l'UNDP. Votre candidat est très actif, il est sur le terrain. Il mène en ce moment une tournée à travers le pays. C'est une campagne ou bien c'est simplement une prise de contact avant la campagne proprement dite?
Merci beaucoup, Madame Mayo. Un parti politique est censé être présent au lendemain d'une élection à une autre. L'UNDP n'a jamais cessé d'être présent dans la pré-campagne. Sur 12 mois, s'il n'y a pas une échéance, l'UNDP est toujours présent dans ses activités avec ses militants. Et vous savez que dans les 58 départements de la République, nous avons 58 fédérations départementales. Donc ça veut dire que l'UNDP est représenté dans tous les départements de la République. Également dans les régions, l'UNDP est présent. Raison pour laquelle, dès qu'on a déjà convoqué le corps électoral, le président national, son Excellence Maïgari Bello Bouba, s'est dit, mais tiens, avec son état-major, le bureau politique, le comité central, le conseil national, et même les présidents des fédérations et des sections, alors de communion, chacun a donné son point de vue. Alors on s'est trouvé dans l'obligation de faire le tour du Cameroun avant la petite campagne officielle. Malheureusement, la pré-campagne, vous savez, rencontre trop de difficultés. Il faut une autorisation de l'autorité administrative. Bon, il faut déclarer simplement les manifestations en principe. Mais parfois, ça pose problème. Il y a où on peut faire blocus, il y a même là où on peut refuser. Ce qui crée donc la différence avec la campagne officielle de 14 jours au Cameroun, 15. Qui généralement n'a pas une déclaration, vous vous lancez dans la campagne, vous tenez vos meetings. Et nous avons commencé par Ngaoundéré, la région de la Damawa. Meganga, après Meganga, c'est Garamboulaye à l'est. Batouri, et même Dakayo, après Bertois. Nous sommes retrouvés au sud-ouest, à Limbe, à Boya, et puis ensuite à Bamenda, dans le nord-ouest, et à Bafoussam. Récemment, avant-hier, le président national de l'UNDP s'est retrouvé à Banga, dans le département de Mungo, où il a tenu un meeting. Aujourd'hui, il devrait se rendre à Ebolova. Vous citez quelques localités où votre candidat a déjà tenu des meetings. Est-ce que ces localités-là sont choisies au hasard? Pourquoi précisément là-bas? Pourquoi ne pas faire le tour complètement des régions, aller dans les départements, les arrondissements, ainsi de suite? Je voudrais donc... C'est un choix stratégique? Je voudrais donc vous dire que le président devait être le 13 aussi à Douala, mais on a renvoyé cela pour le 28. À Ebolova également, ça a été renvoyé pour le 29. À Yaoundé, le 27. Donc, vous savez qu'il va nous rester juste deux régions, l'extrême nord et le nord, où le président va battre, peut-être pendant la campagne, proprement dite, qui se rendra dans ces deux régions. C'est pour vous faire savoir que tellement que le parti est permanent dans sa campagne, ce n'est pas seulement qu'on attend la veille ou bien le pendant des élections ou bien le pendant d'une élection, d'une période électorale. Mais nous nous déployons à tout moment dans nos sièges. On tient permanemment nos réunions. Et le parti, depuis 2024, nous sommes dans le renouvellement des organes de base. Oui. Également, à Douala, c'est la même chose. Nous attendons également installer les sections, les sous-sections et la fédération même du Vouri. Donc, raison pour laquelle nous sommes toujours permanemment dans la campagne. Si vous voulez vous parler de pré-campagne,
Mais oui, évidemment, c'est la phase de pré-campagne électorale. Même si la campagne n'est pas encore ouverte. Même si, en me promenant même en ville, je porte la tenue de l'UNDP, ça fait partie de la campagne. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Je porte ne serait-ce qu'une casquette. S'il y a déjà l'effigie de l'UNDP, c'est la campagne. Donc la campagne, la pré-campagne que les gens parlent, ce n'est pas seulement parce que nous sommes à la veille de l'élection présidentielle ou d'une élection quelconque. Non. À l'UNDP, on est permanemment en campagne auprès de nos militants. C'est noté, Bouba Yaya. Pierre Djokwa, vous disiez tout à l'heure que votre candidat à Teki Seta Caxton, le candidat du PAL, s'est rendu à Boya, dans la région du sud-ouest, à Bamenda, dans la région du nord-ouest, à Monatélé, dans le département dans le département de la Léké, région du centre. Pourquoi ces localités-là, pourquoi ces régions déjà? Pourquoi ne pas aller, par exemple, dans le sud, à l'est, dans la Damawa et même dans le littoral, venir dans le littoral? Ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Nous projetons aller à Maroua déjà. Il y a un calendrier. Le programme a voulu que nous commençons déjà à Boya, dans le sud-ouest, à Bamenda, dans le nord-ouest, à Monatélé, dans le centre. Nous prévoyons ici le 28 à Douala. À Douala, ici le 28 ou le 27. C'était l'un de ces jours. Et pendant la semaine, on a Maroua. Donc, il y a un calendrier. Donc, on ne peut pas dévoiler tout le calendrier aussi. Vous me comprenez? Donc, on ne peut pas tout dévoiler. Parce qu'en face, on n'a pas des enfants de cœur. Hein. C'est vrai, on n'a pas des enfants de cœur en face. On l'a dit tantôt, on dit qu'il faut déclarer. Il faut déclarer les candidatures. Mais en réalité, on demande l'autorisation. C'est un comportement de demande d'autorisation. Ce n'est pas une déclaration. Déclarer veut dire, on paiera ceci, mais il faudrait écrire encore. Vivement que la campagne commence, et lors de la campagne, on a pu ces déclarations qui sont en réalité des autorisations, des demandes d'autorisation. La question était de savoir, Pierre Djokwa, sur quoi se base le choix de ces lieux-là, de ces localités où vous allez tenir vos meetings ou vos réunions. C'est quoi? C'est là-bas que se trouve la base du PAL, ou vous êtes lancé à la recherche d'électeurs simplement? Non, ce n'est pas ça. En réalité, on commence du plus facile. Le Monatélé, on dit dernièrement, c'est notre socle, qu'on peut dire. Notre socle. Et ensuite, nous avons Bamenda aussi, qui est un socle du PAL, toujours, dans le nord-ouest, sud-ouest. Donc, en bas du plus facile, on prend des forces, on monte, et au sens figuré comme au sens propre, nous montons à Maroua. Nous serons à Bafoussam après. Donc, je ne dois pas aller dévoiler tout le calendrier, mais ce qui est sûr, nous couvrons tout le Cameroun. À l'est aussi déjà, durant la semaine qui commence là, on a l'est, et plusieurs villes de l'est, bien sûr. Donc voilà ça. Évidemment, Thierry Armand Micom, le plus important, ce n'est pas de faire des tournées, mais c'est de préparer son discours, d'avoir une communication bien élaborée. Qu'est-ce que, lorsqu'un candidat, le vôtre d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit à ces Camerounais qu'il rencontre? On a vu Cabral Libi échanger avec des Camerounais lambda au-delà des militants et sympathisants du PCRN. Mais quel est le discours que vous avez adopté pour cette période? Rappelons qu'on est en période de pré-campagne électorale. Merci, Madame Mayo. Je dois rappeler, je dois le dire ici, le terme pré-campagne n'existe pas dans nos textes. Je veux bien admettre que c'est un vocable de journaliste, mais les textes de loi qui encadrent la campagne électorale, l'activité politique au Cameroun ne parlent pas de pré-campagne. Donc vous saisissez de ce vide juridique-là pour vous déployer sur le terrain, mener une campagne, même si elle n'est pas encadrée, bon, une pré-campagne, même si elle n'est pas encadrée. Ma chère Claude, l'activité politique
n'a pas de répit. Il ne vous aura pas échappé qu'il y a de cela à peine 2 mois que Cabral Libye avait été empêché de faire son compte rendu parlementaire dans le Septentrion. Okay? C'est pour dire que la période électorale, la période de campagne électorale, ou alors la période de pré-campagne, ou la période qui précède la campagne présidentielle ne saurait être un prétexte pour parler de campagne. Chez nous, on ne saurait. J'ai commencé par dire ici tout à l'heure que c'est un moment par lequel nous redynamisons, nous remobilisons, nous remotivons, nous passons en revue les troupes. Maintenant, pour revenir au centre, à l'objet de votre question qui était celle de savoir qu'est-ce que nous disons nos militants. Premièrement, nous commençons par réconforter la base militante, à rassurer que, OK, nous avons un candidat, nous avons fait le choix d'investir le candidat Cabral Libye, le voilà qui vient. C'est un peu comme ce papa qui vient en famille, qui se retrouve en famille avec ses enfants, présente ses enfants, et qui leur dévoile ce qu'il a comme projet pour ces derniers. C'est l'occasion des retrouvailles entre le candidat, le choix du peuple Cabral Libye, le candidat du PCRN, et sa base militante et sympathisante de tout le Cameroun, de la localité dans laquelle il se rend. De quoi est-ce qu'il parle? Il leur présente premièrement les axes de son programme politique, les axes programmatiques de son projet de société. Ensuite, il les rassure. Il est question pour lui de faire ce que nous appelons le coaching du déménagement mental. Il est ancré dans l'esprit des Camerounais ce que le président national appelle l'impuissance apprise, comme quoi il est impossible de battre le RDPC, que ce soit en solo ou en coalition. Le candidat, le président Cabral Libye, s'évertue à nous faire comprendre qu'aujourd'hui, comme hier, qu'au Cameroun, comme c'était hier au Sénégal, il y a eu un candidat, un jeune de son âge, qui, s'étant présenté à une élection présidentielle à 2 tours, face à 16 autres candidats, les a battus à plate couture dès le premier tour. Ses opposants, ou alors ses adversaires politiques à cette élection présidentielle, parmi lesquels il y avait d'anciens premiers ministres, d'anciens ministres, des recteurs d'université et que sais-je encore. Il est question pour lui de faire savoir à sa base militante et aux sympathisants qu'il est possible de battre le régime du RDPC qui nous gouverne depuis près de 43 ans. Okay. Et il est question de leur donner des outils et des clés de comment battre le RDPC. 1. Sortir en masse pour voter. Donc là, vous peaufinez encore les stratégies. Je ne sais pas s'il s'agit de peaufiner. Nous exposons ce que nous avons à faire. Nous faisons entendre, nous faisons comprendre aux uns aux autres que l'élection présidentielle, c'est une affaire de tous. OK? Chacun doit jouer sa partition. Au niveau du parti, nous jouons la nôtre, que les électeurs, je préfère les appeler ainsi, jouent la leur, c'est-à-dire sortir massivement le 12 octobre pour voter. Deuxièmement, surveiller le vote jusqu'à la signature des procès-verbaux. Troisièmement, jouer la police ou bien faire la police pour éviter l'achat de conscience et l'achat des voix. OK? Et à la fin, s'assurer que les procès-verbaux signés de tous les scrutateurs ou de tous les mandataires de parti, y compris les représentants de l'ECAM, soient transférés à nos différents QG ou alors à la plateforme de recensement des résultats de vote. Donc, voilà en trame de fond ce que pourrait être, ou ce qu'est généralement ces rencontres entre le président Cabral Libye. Je ne dis pas que ce que j'ai dit c'est exhaustif. Non, loin de là, il y a forcément beaucoup d'autres choses qui meublent ces échanges-là. Mais en trame de fond, ou alors de façon de grosso modo, voilà ce dont il est question lors de ces rencontres. Merci Armand Micom. Nous avons été rejoints par Michel Michaud-Moussala. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Senior journaliste, directeur de publication du journal Aurore Plus. On parle de l'activité des partis politiques et des candidats à l'élection présidentielle durant cette période. On attend l'ouverture officielle de la campagne électorale, mais depuis plusieurs semaines déjà, des candidats se déploient à travers le pays, font des tournées, tiennent des réunions, organisent des meetings, ainsi de suite. Armand le rappelait tout à l'heure, dans le code électoral, cette période de pré-campagne électorale n'est pas mentionnée. On ne mentionne que la période de la campagne électorale qui s'ouvre 15 jours avant le scrutin
pour cette année, la campagne va s'ouvrir le 27 septembre prochain. Sans donc réglementation, les partis politiques et les candidats sont-ils libres de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent durant cette période? Bien, écoutez, on vous a dit que de s'abstenir de faire un certain nombre d'approches de peur de se dévoiler soi-même. Parce que le journaliste parle de pré-campagne. C'est un qualificatif qu'ici, avec l'analyse ou bien les débats que vous organisez, puisque nous-mêmes, on s'en tient aux règles exigibles par les lois de la République. Donc, c'est pendant la période de campagne que les partis politiques étaient appelés. Mais dans le cadre de l'exercice de la politique dans un domaine, dans un pays qui, ma foi, a des règles démocratiques, les partis politiques n'auraient pas une période de s'exprimer. En réalité, c'est une activité permanente que devaient exercer les partis politiques dans le cadre de l'exécution de leur mission politique. Je crois que c'est dans ce prisme qu'ils ont glissé pour se dire que l'appel à une élection présidentielle, que ce soit les législatives, que ce soit les municipales, permettront à ce que eux, dans ce glissement de ce vide juridique, qu'ils en profitent et qu'ils fassent. Parce que nous sommes complètement, depuis pratiquement un mois, en meeting politique, puisque les leaders se sont sortis bien avant de leur cage pour s'adresser et présenter leur vision de la société camerounaise. Je crois que cela rentre dans un jeu qui n'est pas très très classique, selon les exigences de la loi, mais on le fait et on est obligé de l'accepter parce que, en fait, le parti dominant, comme j'ai toujours eu à le qualifier, qui est le RDPC, qui tient les rênes, eux, ils sont permanemment de janvier en décembre, ils font des meetings. Hein. Mais tout simplement, c'est qu'ils changent la formulation. Ils profitent pour s'exhiber le 20 mai, toutes les fêtes, ils sont pratiquement là, les deuils, ils en font des meetings, des installations d'autorité. Des installations, des comités de base, et des meetings, des sous-sections et tout, la reprise. Tout ça rentre dans le jeu politique. Donc, cette glissade des partis politiques, bien avant, pour en faire des débats et tout ce qui peut se faire voir, parce que c'est ce petit temps qui leur permet au moins de se déployer sur l'échiquier national. Je ne trouve pas ça... certes, il y a un vide juridique, mais il faut comprendre que dans ce vide juridique, ils ont eu un glissement qui leur permet au moins de se déployer sur le terrain. Toujours est-il que si nous restions classiques dans ce que nous appelions le jeu politique, on s'en tiendrait au calendrier électoral tel que les lois l'exigent. Oui. Mais nous, quand on les voit sur le terrain, bien avant, ils sont sur les plateaux de télévision. Là, aujourd'hui, je pense que chacun parle au nom de son parti sur ce plateau. Donc, je constate, moi, en tant que journaliste, je constate que nous leur accordions des interviews dans des journaux. Ils disent quelles sont leurs visions de la chose publique, la chose politique. Donc ils sont en campagne. Ils sont en campagne. Qui peut dire qu'ils ne sont pas en campagne? Ils y sont en pleine clause. Donc, ils sont ici. Vous voyez que je constate que d'autres ont les écharpes, d'autres ont les casquettes déjà politiques. Si vous vouliez discipliner ce plateau, on les aurait interdit de porter ça en venant. Mais vous les avez laissés. Hein, donc, chacun parle pour sa chapelle ici. Oui. Et il cite nommément les présidents, hein, les porteurs de projets, hein, les candidats. Donc, ils sont en campagne. Il ne peut pas dire qu'ils ne sont pas en campagne. Mais est-ce qu'il est possible, par exemple, pour l'administration territoriale ou bien pour Elections Cameroun de faire quelque chose, de stopper, bon, entre guillemets, ce désordre? Parce que les partis politiques, même s'ils mènent régulièrement leurs activités en tant que partis politiques et tout le reste, on voit quand même des candidats sur le terrain, on voit des candidats rencontrer les électeurs, aller dans les marchés, aller dans les églises, vulgariser leurs programmes et tout le reste. Est-ce qu'il est possible pour l'administration territoriale et pour Elections Cameroun de stopper cela? Je l'ai dit en amont. Il y a le vide, donc ils font comme ils veulent. Le parti dominant et les CAM, tout ce qui concourt à la discipline, le ministère de l'administration territoriale, eux-mêmes savent que eux-mêmes sont inconstants dans la tenue des décisions, des lois, de l'application des lois. Ce que font, ils ne peuvent pas venir sévir là maintenant, parce qu'eux-mêmes ils savent que ce que font les différents candidats aujourd'hui, c'est la pratique du RDPC pendant toute l'année. Bon, si c'est en 2 semaines que les partis profitent, ils n'ont qu'à se déployer. Moi, je crois qu'on ne peut pas les retenir dans ce domaine.
Parce que ceux qui ont la charge de sanctionner savent en face ce que leur milieu exerce comme activité politique contre et avant, pendant et après. Donc, je trouve que les partis politiques qui viennent aujourd'hui, qui sont des candidats, n'ont que cette petite époque qui leur concède ce vide juridique pour qu'ils se déploient, parce qu'eux-mêmes, quand nous qualifions cette époque, cette période de pré-campagne, c'est à juste titre, parce que nous savions qu'en réalité, le langage politique devait être le plus encadré, le plus discipliné, mais quand ils sont sur vos plateaux de télévision, ils parlent de leur leader, ils parlent d'une vision politique. J'ai suivi dans cette même chaîne, Balafon accorde aux différents candidats des interviews, oui. Ils passent et ce n'est qu'une bonne chose pour qu'ils se déploient. C'est une stratégie communicationnelle qu'ils peuvent adopter, une stratégie d'approche qui leur sert, et je crois qu'il ne faut pas trouver, ce n'est pas nous qui devions servir. Nous leur accordons nos pages, nous on accorde des interviews dans nos journaux en ligne, ces espaces-là, et ils en profitent pour se faire connaître davantage. Donc, je crois que si on avait laissé les activités politiques au cours de l'année, des partis politiques s'exercer normalement dans un pays démocratique, je ne crois pas que cette période pré-campagne devrait être mise à profit comme ça. Tout le monde devait s'abstenir aux lois de la République. Justement, tout à l'heure, Bouba Yaya parlait des difficultés rencontrées en ce moment par l'UNDP et son candidat avec la pression des autorités administratives. On a quand même vu deux meetings, deux réunions du parti et du candidat qui ont plus ou moins été troublés, même si ces meetings-là se sont tenus. Est-ce que ce sont les seules difficultés rencontrées en ce moment par l'UNDP? Bon, à juste titre, les deux phénomènes qui ont essayé de troubler la tournée du président national, son Excellence Maïgari Bello Bouba. Sauf que je constate que M. Bouba n'a pas encore l'échappe du parti. À Meganga et à Limbe. Je crois que ces deux meetings ont connu de petites difficultés. Alors, le fait qu'un sous-préfet vous refuse un meeting alors qu'il a déjà accordé, signé l'autorisation, je ne sais pas si... Qu'est-ce que vous trouvez exactement? Un concept pour qualifier cela? C'est un refus ou bien c'est une acceptation après un refus? Ça ne se comprend pas. Mais malheureusement, heureusement, Monsieur le préfet a pu quand même agir pour demander à son Excellence Maïgari Bello Bouba de tenir son meeting librement. Et le meeting a été tenu. À Meganga, vous savez que c'est même un véhicule que le sous-préfet a placé en pleine route, en pleine chaussée, pour empêcher qu'on accède. Mais il se cache derrière les bensikineurs que toutes les autorités utilisent d'ailleurs au Cameroun. Il n'y a pas que l'UNDP. Toutes les autorités, partout où les gens se rendent, à Maroua, j'ai vu comment un ministre s'est déployé là-bas, c'est les gardes de moto qui l'ont accueilli. C'est devenu un phénomène qu'on ne peut même pas éviter. Et si certaines personnes peuvent s'appuyer sur les mototaxis, même pour pouvoir les escorter, pourquoi ne pas aussi l'UNDP? Et s'il y en avait eu un incident que ces mototaximens auraient peut-être posé, alors on pourrait en ce moment demander à l'autorité d'empêcher parce qu'il s'appuie sur un incident quelconque. Raison pour laquelle, Madame Claude Maillot, les difficultés, si on se met là à citer les difficultés que nous rencontrons, nous sommes un grand parti. J'ai dit la fois dernière qu'on est au-dessus de ces petites difficultés. On est au-dessus de ces petites difficultés. Et l'UNDP est en train de concourir le 12 octobre 2025 pour aller à Etoudi. Nous ne sommes pas en train de nous blaguer dans les rues des villes,
mais nous tenons nos meetings librement dans des espaces ouverts. Et c'est pour faire connaître à l'opinion nationale et internationale que nous sommes là. L'UNDP tient ce meeting et on se conforme à la réglementation en vigueur que les autorités administratives devaient nous donner. Vous dites qu'au niveau de l'UNDP, vous êtes au-dessus des difficultés. On peut quand même considérer que ces manœuvres de l'administration, puisque c'est ainsi que vous les qualifiez à chaque fois, de l'administration, peuvent être considérées comme des difficultés. Mais il y a l'autre cas, celui du profil de votre candidat, qui hier était un allié du candidat du président de la République, du candidat du RDPC, et qui aujourd'hui décide d'être son adversaire. Est-ce que ce n'est pas aussi une difficulté rencontrée sur le terrain? Convaincre les gens, leur dire que, bon, il était avec l'autre hier et aujourd'hui, il n'est plus avec lui. Ok, ce que vous dites, ça me surprendrait beaucoup plus que l'UNDP qui accède au gouvernement du renouveau suite à une plateforme gouvernementale de 1997. Et si nous avons donné un petit souffle pour que l'équilibre social, l'équilibre politique, l'équilibre gouvernemental règne au Cameroun, je ne vois pas du mal. Mais l'UNDP n'est pas allé faire l'alliance avec la plateforme gouvernementale de 1997 par phagocytose du RDPC. L'UNDP demeure l'UNDP. Le RDPC demeure le RDPC. Nous avons signé juste une plateforme gouvernementale sur quelques points qui nous a liés d'ailleurs de 1997 à 2025. Nous nous sommes dit, bon, il faudrait qu'on s'arrête. Parce que dans toute chose, Madame Mayo, essayons de voir. Dans ma coutume, en tant que Sahélien, je suis un Bantou sahélien. Alors, chez nous, quand tu as une famille, et généralement chez nous c'est la polygamie, moi je suis d'une famille polygamique, 4 femmes. Alors, papa, s'il a des enfants, arrivé à un certain âge de maturité, il vous casse. Parce qu'il étudie comment l'enfant évolue, et avant de vous caser, on vous accompagne avec une femme. C'est une liberté. Alors l'UNDP s'est arrêté après avoir accompagné le RDPC dans un petit souci de redressement, même parfois économique. Nous le savons. Alors aujourd'hui l'UNDP s'arrête, s'engage personnellement à concourir pour convoiter maintenant le palais de l'unité. On est d'accord que l'UNDP s'est arrêté, mais ça n'exclut pas le fait que beaucoup de Camerounais estiment encore que votre candidat reste et demeure un allié du RDPC, notamment de son candidat. Vous allez revenir tout à l'heure, Bouba Yaya, pour réagir. Vous allez revenir tout à l'heure. On permet à Pierre Djokwa de s'exprimer. Pierre, votre candidat à Tekiseta Caxton et à sa première participation à l'élection présidentielle. Lorsqu'on fait un sondage, par exemple, dans les villes de Douala et Yaoundé, et qu'on demande aux Camerounais s'ils le connaissent, très peu avaient déjà entendu parler de lui. Est-ce que la difficulté actuellement au niveau du parti, le PAL, c'est de faire connaître son candidat? Faire connaître son candidat, oui, c'est déjà ça aussi. Et pour dire un petit mot sur Caxton, Seta, à Teki, il vient de la société civile. Et il a trop œuvré. Si vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche, vous allez voir que c'est un grand homme. Et ce qui arrive sur un grand homme, ils n'ont pas une visibilité quand on ne le cherche pas déjà. Il faut le chercher, vous devez trouver qui il est. Et c'est d'autant plus facile pour nous, pour lui surtout. Il faut suivre ses discours. Et aussi, il participe lors des campagnes, que ce soit à Bamenda, que ce soit à télé, et partout ailleurs où il ira, vous constaterez qu'il
il se mêle, il se sent à l'aise, il est très adaptatif. C'est-à-dire qu'il s'accommode très facilement. Et avant de continuer, j'aimerais dire quelque chose aussi, pour ma foi, je pense que c'est très important et qui est un atout pour les partis politiques et surtout pour le PAL aussi. Je prends souvent l'allégorie de la gare 82. Je dis, le Cameroun est comme un train et embarqué dans un train qui s'est arrêté dans une gare, la gare 82. Elle n'est jamais partie de cette gare. C'est-à-dire, en clair, le Cameroun ne bouge pas. Elle ne stagne pas. Elle recule. Et c'est très grave. Vous comprenez donc pourquoi la campagne pour quelqu'un comme Castaing, Ateki, est aussi facile. Comment facile quand il sort de la société civile, il n'est pas un homme politique comme ses adversaires, il faut absolument qu'il se fasse connaître. Vous disiez tout à l'heure que c'est le combat de la visibilité que vous menez en ce moment. Tout à fait. Mais cette visibilité est surmontée aussi facilement que le train 82, et le train est à la gare 82. C'est-à-dire le Cameroun est sur place. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Et c'est un avantage pour le parti politique. Et je pense toujours, j'ai la forte conviction que c'est un parti d'opposition qui gagnera ces élections-ci. C'est certain. Et attendons au soir du 12 octobre. Donc ça peut ne pas être votre candidat ou votre parti, mais ce sera un parti de l'opposition. C'est l'opposition qui prend le pouvoir. L'opposition qui prendra le pouvoir. Donc, l'opposition est avantagée dans cette vision, tout simplement, avec ce que ceux qui ont mis le train à gare 82 font jusqu'aujourd'hui. Le comportement, la gestion de la chose publique. Et nous communiquons surtout comment? Sur quoi? Nous communiquons sur... Et c'est ce que nous appelons ça la refondation. La refondation. C'est-à-dire, comme les fonds baptismaux qui étaient faits avant, il faut vraiment recommencer. Il faut recommencer. Et c'est pour ça que nous proposons, et c'est simple, la chose que nous proposons est simple. On propose un paquet minimum indispensable. Vous avez l'occasion de lire, de voir le programme politique, on va vous les communiquer, et c'est même déjà communiqué déjà. Donc, le paquet minimum, c'est quoi? Il y a le travail. Pas n'importe comment le travail. Parce que l'ouvrier camerounais ou l'employé camerounais est traité de n'importe quoi. Il est bien vrai qu'on tend la main aux investisseurs. C'est bien de venir investir. Mais ils investissent pour que la main-d'œuvre locale en profite aussi. En profite déjà en rémunération, mais aussi en transfert de technologie. Donc, en gros, on ne va pas dérouler le programme politique du candidat du PAL, évidemment. En gros, actuellement, vous travaillez, au-delà de la visibilité de votre candidat, vous voulez vulgariser son programme, c'est ça? Tout à fait. Mais est-ce qu'il y a des difficultés derrière? Est-ce que des Camerounais vous demandent, par exemple, qui il est, demandent à votre candidat qui il est, demandent, par exemple, qui est le PAL, où se déploie le parti politique, ainsi de suite? Par exemple, tout à l'heure, vous disiez que vous avez choisi Bamenda dans le nord-ouest, Boya dans le sud-ouest, Monatélé dans la Léquier, région du centre, pour les premières descentes de votre candidat. Évidemment, c'est là-bas que se trouve votre base militante du parti de l'Alliance libérale. Mais est-ce qu'au-delà de ces localités-là, vous ne rencontrez pas des difficultés, vous ne rencontrez pas des personnes qui n'ont jamais entendu parler de vous, ne connaissent pas votre candidat, ne croient pas en lui et le considèrent comme un pion du RDPC? Vous parlez bien de ne pas connaître le candidat, mais pas le parti. Le parti de l'Alliance libérale est créé depuis 1991. C'est l'un des premiers partis, comme il sait ici. L'un des premiers partis d'opposition, le PAL. Donc, le PAL est bien connu. Et on a participé à une plateforme avec l'UNDP, mais il ne me contredira pas. Donc, sur ce côté, sur le plan de la vulgarisation du parti, nous sommes bien connus.
nous sommes bien connus. Et c'est fort de cela que Caston, qui vient de la société civile, et qui s'adapte facilement, qui prend les choses... Vous voyez, par exemple, vous voyez lors des meetings, vous voyez ce qu'il fait. Il est ovationné partout. Et, comme tous les candidats, d'ailleurs. Oh, peut-être comme tous les candidats, mais il a un avantage en plus. Il joue à la guitare. Il joue à la guitare. Ce n'est pas un fait anodin. Ce n'est pas un fait anodin. Quel est le rapport? Le rapport avec la campagne, avec l'homme. L'homme qui vient de la société civile, c'est vrai, mais qui a des ramifications, même au niveau africain et même international. Il n'est pas peut-être connu au Cameroun, mais sur l'international, il n'est pas peut-être bien connu au Cameroun, je vous l'ai dit, mais à l'international, c'est un ars, un Camerounais. On disait Camerounais demain, mais c'est le Camerounais demain d'aujourd'hui. C'est noté. Arthur Armand Micom, tout à l'heure, vous parliez de la coalition. Actuellement, il y a des candidats et des partis politiques de l'opposition qui se réunissent en vue de la désignation d'un candidat unique de l'opposition, pour certains, d'un candidat consensuel qui va affronter le candidat du RDPC, le président sortant Paul Biya. Est-ce que ça fait également partie des priorités du PCRN en ce moment? Est-ce que vous travaillez également dans ce sens, ou bien la position du parti et de son candidat est arrêtée? Non à toute initiative de coalition. On préfère cheminer seul et vouloir gagner le 12 octobre. Alors, merci. Merci beaucoup, Dame Mayo, pour cette magnifique question. Parce qu'il est fait au PCRN et à son leader, l'honorable Cabral Libye, un mauvais procès sur la question de la coalition. Alors, je tiens à rappeler ici sur ce que notre leader a déjà martelé et reste constant sur ce fait-là. Alors, s'agissant de la coalition, le PCRN, j'ai envie de dire, a 3 conditionnalités. La première, avant de donner les 3 conditionnalités, j'ai envie de rappeler que bien que l'élection présidentielle soit la rencontre entre un candidat et son peuple, c'est davantage la rencontre entre la vision d'un candidat et son peuple. Alors, la première condition que le PCRN pose, c'est la fusion des programmes politiques. Parce que, voyez-vous, nous avons des points sur lesquels nous ne lésinons pas, et notamment le bien-être des Camerounais, la lutte contre la corruption, l'industrialisation et bien d'autres aspects. Donc, la première conditionnalité que le PCRN pose, c'est la fusion des programmes politiques ou de la vision politique. La deuxième conditionnalité que le PCRN pose en vue d'une coalition ou d'une alliance, c'est la mutualisation des forces politiques en vue de la surveillance de l'élection, en vue de la surveillance du vote. Voilà notre deuxième conditionnalité. La troisième conditionnalité que le PCRN pose, c'est que une fois que les 2 premières conditionnalités sont remplies, que les leaders s'asseyent pour définir le porteur de l'offre, pour choisir le porteur de l'offre politique de la coalition. Donc, le leader du PCRN, l'honorable Cabral Libye, et nous avec sommes constants et péremptoires sur cette question. Nous sommes ouverts à la coalition. Bien entendu, vous savez que la coalition ne se fait pas par un claquement de doigts. Il n'aura pas échappé ici que nous étions par le passé dans certaines coalitions. Et voilà, elles n'ont pas pu marcher, ben restons ouverts. Actuellement, il y a des groupes qui se sont formés. Il y a le groupe de Fumban qui mène régulièrement des concertations avec les candidats et leaders de partis politiques. Il y a le groupe de Douala qui a d'ailleurs annoncé la présentation de son candidat consensuel samedi le 13, c'est-à-dire après-demain. Il y a d'autres groupes, des groupes comme ceux-là qui se multiplient, qui se concertent pour la désignation du fameux candidat consensuel, mais dans ces groupes et lors de ces assises, on ne voit pas le PCRN. Est-ce que ça ne donne pas raison à ceux qui estiment que vous êtes contre toute initiative de coalition? Là encore, je vais répéter ce que j'ai dit au début. C'est un mauvais procès, c'est un faux procès qui est fait au PCRN. Quand on dit que dans ces groupes, on ne voit pas le PCRN, je suppose, Dame Mayo, que vous reportez ici ce que disent ou alors ce que dit l'opinion publique. Bon, évidemment, on parle des rencontres qui sont ouvertes
sur lesquels on a publié. Voilà. Et notamment... Des photos et tout le reste. Si j'ai un exemple, je pourrais répondre avec précision. Le groupe de Fumban. Merci. Mon leader a fait une sortie là-dessus. Et voilà ce qu'il dit nommément. 1. Il a été contacté la veille de la rencontre de Fumban. Et l'objectif était de faire le suivi des actions qui avaient été menées en amont. Et naturellement, il a dit, on ne pourrait pas s'asseoir pour faire le suivi d'une action qu'on n'a pas soi-même conçue ou bien implémentée. Et deuxièmement, un leader comme lui qui a un programme chargé, ce sont des rencontres qui se préparent longtemps à l'avance. Ce n'est pas à la veille et par voie de message téléphonique qu'un leader est contacté. Il a estimé que la démarche n'était pas adéquate, encore que son programme ne lui permettait pas de prendre part à une initiative aussi subite, j'ai envie de lui dire ainsi. Mais dans son propos, dans son éclairage, il a dit qu'il restait ouvert à toute démarche de coalition. Il y a le groupe de Douala, avec l'Union pour le changement, qui a annoncé la présentation de son candidat consensuel. Est-ce que le PCRN a pris part aux discussions en vue de sa désignation? Je crois que ça reste dans l'ordre des stratégies. Jusqu'ici, le groupe de Douala n'a pas dévoilé, a dit qu'il a contacté le PCRN et comme beaucoup d'autres partis, et que le PCRN avait donné son aval. Mais quelle est donc la position du PCRN puisque vous représentez le parti? Je vous l'ai dit. J'ai dit que le PCRN reste ouvert concernant l'initiative du groupe de Douala, évidemment. Concernant l'initiative du groupe de Douala? Oui. Ok. D'accord. Sur cette question, je vais me rapprocher des instances, des personnes qui sont beaucoup plus éclairées sur la chose. Hein. C'est noté, Armand. Bouba Yaya, oui. Ma question de tout à l'heure reste en suspens. Votre candidat a été un proche du candidat du RDPC. Aujourd'hui, certains Camerounais ne croient pas en lui, ne croient pas en la sincérité de sa candidature, donc sont fermes sur leur position. Ils ne pourront pas et ils ne donneront pas leur voix à Bello Bouba Maïgari. Qu'avez-vous à répondre à ça? Je crois qu'on a déjà répondu à cette question une fois. Bon, s'il faudrait qu'on revienne et c'est utile, je veux essayer de vous dire que l'UNDP n'a pas signé la plateforme gouvernementale avec le RDPC et le RDPC n'a pas signé cette plateforme avec l'UNDP par phagocytose. Ça veut dire que ces deux personnes, avec leur parti politique, qui se sont retrouvées et ont signé la plateforme gouvernementale sur des points bien précis. Et le contrat, quand on a un contrat, si une partie désiste, le contrat est rompu. Raison pour laquelle l'UNDP, depuis 1997 à 2025, dit aujourd'hui, il faut rompre avec le RDPC. Le gouvernement de renouveau nous suffit, d'autant plus qu'il y a des choses que l'UNDP veut de lui-même arrangé au Cameroun. Bouba Yaya, l'un des reproches de l'UNDP fait au RDPC à son candidat, c'est que ce dernier n'est pas visible, n'est pas présent. Si aujourd'hui le candidat du RDPC se rapprochait du vôtre, de Bello Bouba Maïgari, et montrait qu'effectivement il est aux affaires, il est présent, il tient à cette alliance, ainsi de suite, est-ce que votre candidat et son parti seraient prêts à retourner avec le RDPC? Je ne crois pas. Vous ne croyez pas ou bien c'est impossible? Non, je ne crois pas. D'autant plus que nous sommes aux urnes le 12 octobre 2025. Nous sommes en train de convoiter le palais de l'unité, je l'ai dit tout à l'heure. Et le président Bello, non seulement président de l'UNDP, sera le président de la République du Cameroun. Nous sommes d'accord? Évidemment, nous ne sommes pas encore le 12 octobre. Les Camerounais n'ont pas encore voté, donc on ne connaît pas encore les résultats. Je voudrais donc dire aux Camerounais d'être confiants. Le président Bello n'a pas rompu avec le RDPC pour que demain, il se retrouve.
à condition que le RDPC nous rejoigne, comme on l'a aussi fait. Si le RDPC nous rejoint, tant mieux. Mais s'ils continuent à dire qu'ils sont grands, on va les mettre dans l'opposition. C'est noté Michel Michaud-Moussala. Au niveau du PAL, on essaie de vulgariser le programme du candidat. On essaie également de donner une certaine visibilité au candidat à Teki Seita Caxton. Au niveau de l'UNDP, il faut absolument rassurer les Camerounais. Leur dit que hier, on était avec le RDPC. Aujourd'hui, le divorce est acté. Au niveau du PCRN, on essaie de vulgariser le programme de Cabral Liby, mais de répondre également à ceux qui accusent le candidat de ne pas vouloir s'asseoir et discuter avec les autres sur une initiative de désignation d'un candidat consensuel. Est-ce que c'est ce type d'activité qui doit meubler le programme ou bien l'agenda des partis politiques et des candidats à quelques semaines de l'élection présidentielle? Nous sommes à 1 mois du scrutin. Bien, écoutez Claude, si moi je m'en tiens à ce que j'ai déjà par expérience, ça fait pratiquement 40 ans que je suis les partis politiques exerçant au Cameroun et toutes les élections présidentielles depuis 40 ans, pratiquement. J'ai commencé, nous étions des acteurs, c'est pas aujourd'hui où la presse est réduite à des portions congrues. À l'époque, nous étions des acteurs idéologiques, des leaders politiques. Hein. J'écoute un peu le débat, les questions que tu poses aux leaders, aux représentants des partis politiques ici. Je peux être désagréable, parce que j'ai l'histoire du Cameroun et de l'expérience des élections présidentielles et sur les alliances et tout. Je vous rappelle qu'en 92, après l'élection présidentielle, les législatives, le Cameroun a eu l'opposition a eu l'opportunité de diriger le Parlement. 92. Donc, laissez-moi parler, monsieur. Mais c'est la même opposition qui est venue, qui devrait être majoritaire, qui se sont acceptés de se saupoudrer dans un parti qu'on appelle le RDPC, avec le parti de Dakole Daïsala qui était le premier, l'UPC qui avait d'autres députés qui ont dit que non, quand on veut se noyer, on peut tenir le serpent, l'UNDP qui est venu embrasser celui qui n'arrive plus à le recevoir au téléphone. Je ne peux pas donner, si je me donner le dessin de l'opposition camerounaise, les électeurs dans quelques jours vont dire que ça ne vaut pas la peine. Ce n'est pas mon devoir ici. Michaud, il faut dire certains partis. Non. Certains partis. Bon, ça reste son avis, permettez. Permettez, vous allez réagir à sa suite. Non. Certains partis politiques. Ça reste son avis. Si vous vouliez que je rentre alors dans ce jeu, ne me faites pas parler du PAL. Monsieur Bilziki, dans l'Alliance, a été directeur général. On lui a donné des postes en guise parce qu'il avait eu quelques postes et nous lui avions les pouvoirs du RDPC ont fait qu'il devienne directeur général de la Sachérie. C'est lui qui est procédé à la liquidation et on a refinancé la Sachérie à concurrence de tel nombre de... Vous voulez que je ne veux pas... Évitez-moi, je parle du PAL. Nous. Vous avez dit nous pourquoi? Quand nous avons... Pierre Jokwa, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît, non, Pierre Jokwa, s'il vous plaît, on va pas parler. Non, permettez. Non. Permettez qu'il termine, vous allez réagir à sa suite. S'il vous plaît. Pierre Jokwa, s'il vous plaît. Vous allez souffrir que je parle. Non, je suis un professionnel. Mais précision, quand vous dites nous avons décidé. Quand je parle, je m'en tiens. À Sa Majesté Célestin Bézigui. Non, je m'en tiens au fait. Non, dites. Je m'en tiens vous allez réagir à sa suite, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je m'en tiens au fait. Monsieur Bilzigui obtient un certain nombre de places et même sa position à la candidature quand il fait alliance avec l'UNDP. Je vous ai dit que je voudrais éviter de persécuter de par les analyses que j'ai de moi sur les différents partis politiques. J'ai juste pris la globalité de ce que les partis politiques auraient pu contrôler le Parlement après l'élection présidentielle de 80. Si vous voulez que je m'en tienne à ça, je préfère pour être élégant sur le plateau. Mais je peux dire individuellement, cartographier tout parti politique en dehors
des partis politiques nouvellement qui créent comme le PCRN, le SDF, je peux en parler avec toute aisance. Parce que je fais partie des acteurs, comme journaliste, à accompagner le chairman à son temps, sortant même pour la déclaration de son parti, j'étais à Bamenda. Regardez la photo, vous me verrez derrière lui. Parce que comme journaliste, nous étions 3 ou 4. Donc il faut faire très attention. J'ai dit que les contradictions des partis politiques, j'en suis habitué. Voilà ce que je voulais dire. Parce que Claude pose la question de savoir que vous teniez un discours. On est sur une simple question sur les alliances et sur la plateforme, les plateformes qui n'arrivent pas à s'accorder. Mais je dis que ce jeu, quand j'ai pris l'exemple de 92-93, ça se fait comprendre que le Cameroun, avec ses partis politiques, c'est comme la galette de noix. Vous savez, quand vous attachez une galette de noix, quand vous ouvrez le sac ou vous déballez, qu'est-ce que vous constatez? Chaque noix va de son côté. Voilà comment est-ce que je considère les partis politiques au Cameroun. Mais ce n'est pas pour dire que... Et ici, les partis politiques, pour certains, chacun croit qu'il maîtrise un socle tribal. Est-ce que ces partis-là, de votre point de vue, sont à la traîne en ce moment? Je ne veux pas les compter. Au vu de ce qui les préoccupe en ce moment, c'est vrai que vous disiez qu'on ne peut pas parler de pré-campagne électorale, mais bon, vous me permettez de parler de pré-campagne électorale. La campagne n'est pas encore ouverte. On est en période de pré-campagne électorale. Certains cherchent le candidat consensuel, d'autres cherchent à faire connaître leur candidat. Certains, à côté, essaient de répondre à ceux qui les accusent, les traitent de traîtres, ainsi de suite. Mais malheureusement, c'est un jeu d'incohérence du langage politique où les uns les autres mettent les pots de banane sur les candidats, tout en se disant que la glissade de l'un peut concourir à ce que ça rehausse la côte. Et je suis désolé que ailleurs, c'est le langage idéologique qui concourt à ce que le peuple s'abstienne à ce qu'on vient présenter comme repas. Et si le repas est inconsistant, chacun a son choix. Si le repas est consistant, et ce qu'on entend par repas là, c'est les projets de société. Qu'est-ce que les candidats proposent aux citoyens camerounais? C'est à ça qu'on va prélever. Ce n'est pas le fait de passer le temps à des suspicions idéologiques. Parce que ici, tout le monde est rangé dans tout le monde est rangé dans une attitude de vouloir voir tout le monde. Je puis vous avouer que si il est calme et le Conseil constitutionnel avait retenu, il y a certains qui ne rêvaient qu'être 2 ou 3, qui est que 2 ou 3 ou 4 candidatures retenues, ça devait arranger davantage ce dont on devrait retenir. Malheureusement, il y en a 12 au jour d'aujourd'hui. Oui. Mais qu'est-ce qui doit en réalité être le débat? Et c'est ça. Mais il ne faut pas que M. Djokwa vienne. Moi, je ne suis pas membre d'un parti politique, M. Djokwa. Je veux que vous ayez de la maturité politique qui concourt à ce que votre candidat, jeune qu'il est, c'est un atout. Peut-être inconnu dans les milieux politiques, où on peut dire que mais il n'a pas fait ses preuves même pour dire, comme les Camerounais ont tendance à dire, il n'a pas commencé par le bas, il vient entrer par le sommet pour vouloir diriger le pays. Ça, c'est ce que les gens disent. Vous ne pouvez pas reconnaître sur un plateau que quelqu'un, un observateur de la scène politique, vienne à le dire. Mais je ne pense pas qu'au Sénégal, on peut faire des rapprochements pour dire que non, au Sénégal, même au Sénégal, le président et son premier ministre ont eu 3 ans. Ils ont commencé par avoir les déboires politiques. Ils ont été persécutés, ils ont été envoyés en prison. Tout ça a concouru à ce qu'ils viennent à être bien connus du peuple sénégalais. Puisqu'on aime souvent apprendre des exemples pareils. Même Macron n'a pas atterri comme ça un matin pour venir prendre la présidence française. Il y a eu un processus. Parce qu'il s'est fait connaître et il a fait des œuvres qui permettaient politiquement que les gens se penchent un peu à ce qu'il fasse. Donc, il y a une discipline. Vous allez sortir par là. Je vais sortir par là pour dire que les partis politiques, dans l'ensemble, les candidats devraient voir en réalité
qu'est-ce que nous autres, électeurs, nous attendions? Ce n'est pas les disputes. Et puis, je l'ai dit sur votre plateau et sur d'autres plateaux, il y a 2 mois, j'avais dit que cette histoire du groupe de Douala, cette histoire de coalition, toutes les réunions de Fumban, j'avais dit que la montagne pourra accoucher d'une souris parce que je connais un peu l'attitude psychique et mentale des différents leaders qui veulent que tout le monde, chacun entend aller au ciel. Mais la montagne n'a pas encore accouché. Non. On va vous présenter pour le jeu, pour survivre. Le groupe de Douala va vous dire que non, voilà notre candidat. Le groupe de Douala, depuis hier, s'est disloqué. Les Ndjekam Tchameni sont sortis du jeu. Tout le monde est déjà de son côté. Vous attendiez quoi que quelqu'un, les Kananissais, on dit qu'ils ne font plus partie du groupe de Douala. Il faut qu'on se le dise. Donc, n'attendez pas que c'est Fumban qui accouche. Je vous dis, Claude, Michel Michaud. En tant que journaliste, je le dis parce que c'est une lecture que je me suis faite depuis. Si nous rêvions que nous serons à une candidature unique, ou bien une candidature consensuelle, ou je dis que là où, au jour où je vous parle sur ce plateau, je puis vous dire, de par mes informations, parce que tous ces leaders de partis politiques, je les contacte, je cause avec eux, j'ai des échanges permanents avec eux, je ne vois pas, à travers le style de langage qu'ils m'utilisent, ils ne me donnent pas l'impression des gens qui sont dans la logique de voir, peut-être qu'il va y avoir 2 ou 3 candidats. Merci Michel Michaud. Donc, le candidat... Je suis par là pour dire que c'est bien. Le candidat du PAL est d'ailleurs dans le groupe de Fumban. Pierre Djokwa, vous voulez réagir à la suite de Michel Michaud, Moussala? Oui, ça avait beaucoup de respect que je parle. Je m'adresse que je suis sur le même plateau avec Michel. On se connaît depuis 40 ans. Oui, mais seulement quand il dit une chose, qu'il dit nous, je veux bien savoir, quand il dit nous avons, parlant Sa Majesté et président du PAL, je voulais savoir ce qu'il entend par nous, le nous, avant. Le nous l'a mis pour qui? Pour eux? Ou il fait partie du nous? Oui, et je vais à la suite où il demande, où il nous dit, il traite nos candidats de ne pas être connus. Oui, j'ai défié. C'est pas moi qui traite votre candidat. Pierre Djokwa, est-ce que votre candidat est connu? Je suis journaliste. Moi, je l'ai connu. Je l'ai connu à la posture de la candidature. Oui. Michel, s'il vous plaît, permettez qu'il réponde. Oui. Oui. Vous l'avez connu à la posture. Mais je vous dis, Caston, c'est à Teki, c'est un homme à l'international déjà. Voilà le problème. Il n'est pas connu maintenant, mais justement, nous faisons un effort que quand vous prenez l'URL de votre téléphone sur Internet, tapez à Teki tout simplement, même pendant qu'on y sommes. Vous savez que c'est un monsieur très important à son jeune âge. À moins de 40 ans, ce qu'il a fait déjà. Vous dites qu'il est connu à l'international, sauf que il veut être président de la République du Cameroun. Oui. Est-ce que les Camerounais le connaissent? Celui qui fait le plus peut faire le moins. S'il est connu à l'international et que les jeunes leaders au niveau international est classé, je pense qu'il va de soi qu'au Cameroun qu'il soit rapidement connu. Et c'est ce que nous travaillons actuellement, qu'il soit connu. Que les gens... L'information, c'est ça. Je suis devant les journalistes, en face des journalistes. Il faut chercher l'information. Surtout quand c'est intéressant, quand c'est important. Pour le cas d'une élection présidentielle, ce sont pour le cas de l'élection présidentielle. Pour le cas de l'élection présidentielle, vous pensez que ce sont les Camerounais qui doivent aller chercher l'information concernant votre candidat, Ateki Seta Caxton? Ce n'est pas à lui d'aller vers les électeurs? Bien sûr, madame, c'est à lui d'aller vers les électeurs. Et nous faisons en cela, nous facilitons donc pendant ces campagnes des électeurs à trouver l'information sur lui. Déjà, parce que les médias... Que nous sommes 30 millions de Camerounais. Ouais. Si en 5 ans, nous devions être en train de faire des recherches au sein des dans des milieux, à l'informatique, pour fouiller qui est chaque Camerounais, sans que nous ayons un argument qui permette à ce que quelqu'un s'expose avec ses volontés et ses ambitions, ce ne serait pas facile. Nous sommes 30 millions de Camerounais. Vous croyez que si on me met là à chercher Djokwa, à longueur de journée, je vais détecter que c'est Djokwa.
Je veux voir 46 de quoi. Je saurais que le Permettez, puis quand même. Boubaya va réagir. Oui. Il a pris mon temps les paroles. Allez-y. Alors, je dis, il fait cette observation que nous sommes 30 millions de Camerounais, on ne peut pas demander à chacun des citoyens d'aller vers chercher l'information sur Internet. Nous sommes d'accord. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur le terrain. Et nous sommes sur le terrain pas avec 30 millions de Camerounais. Ou du moins même pas avec toute la base électorale, le fichier électoral, je veux dire, le nombre d'inscrits, bien sûr. Donc, nous communiquons, c'est la communication que nous faisons. Mais on ne peut pas tout dire lors d'un meeting. Ça dure combien de temps un meeting? Il faut donner. Nous sommes à l'ère du numérique. Tout le monde maintenant. Même ce qu'on appelle. On dit celui qui est analphabète, c'est celui qui ne connaît pas l'outil informatique de nos jours. Donc, la raison de notre présence sur le terrain, et surtout c'est cela, faire connaître ses candidats. Ce qu'il a fait en haut, il peut le faire facilement en bas, parce qu'il est passé par le bas. Merci bien. C'est noté. Bouba Yaya, on parlait tout à l'heure, avant le débat autour de la visibilité ou la popularité de Tekisita Caxton, on parlait de la coalition, l'initiative de coalition. Est-ce que c'est un point inscrit également dans l'agenda de l'UNDP? On a vu cet après-midi, on a appris cet après-midi que votre candidat a discuté avec Maurice Kamto, candidat recalé à l'élection présidentielle, candidat du Manidem. Ça devrait aboutir à quoi, cette rencontre? Les rencontres, certainement, il y en a eu avec le président national, son excellent Maïgari Bello Bouba. À Kérémouna, le président du FSNC. Kamta, le président du FSNC, et puis il y en a même eu encore Boubakari, Alamine Mey. Il y a autant de partis politiques qui sont allés vers le président. Lui-même aussi a été vers d'autres partis politiques. C'est pour vous faire savoir que je suis un peu déçu. Quand on va nous présenter au Cameroun, des candidats que les Camerounais ne connaissent pas. Vous parlez de qui? Ça sera aberrant. Si on vous dit qu'on connaît quelqu'un à l'international et on ne le connaît pas dans le pays, vraiment, c'est décevant. Non, pas tout le monde au pays. C'est très décevant. Non. Attention. Non, permettez, décevant. Non, ce qu'il dit, c'est clair. S'il vous plaît, vous n'allez pas parler au même moment que lui. D'autant plus que l'ex-premier ministre, chef du gouvernement, un ex-ministre d'État qui a servi ce pays plus de 40 ans. Aujourd'hui, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive, ne connaît pas le Cameroun et veut être à Etoudi. Mais c'est devenu le jeu, le Cameroun. Le palais d'Etoudi n'est pas une chambre de passage dans un hôtel. Attention, c'est un Camerounais né à Bengui. Parce qu'on est musicien, on pas le musicien connaît à l'extérieur, à l'international. Vous allez réagir. Et puis on veut aller à Etoudi. Regardez ce bâtiment, madame. Non, c'est aberrant. Il faut apprendre. Dans toutes choses, il faut apprendre. Il faut apprendre. Même il ne connaît pas le Cameroun, ce monsieur. Je vous dis qu'il ne connaît pas le Cameroun. Je vous dis la vérité. C'est pas vrai. Il faut apprendre. Il faut connaître le Cameroun. Raison pour laquelle le président national de l'UNDP fait le tour des 10 régions. Allez recueillir d'abord les informations. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui est en train de frustrer? Qu'est-ce qu'il faut mettre sur place? Il faut recueillir les informations. Mais je vous dis, quelqu'un qui ne connaît même pas peut-être son département d'origine veut aller à Etoudi. Non, c'est quand même... Il ne faut pas se moquer des Camerounais. Il ne faut pas se moquer des... Je demande aux Camerounais de balayer, d'un plein coup de balai, ce genre de candidats. Ouais. Je connais bien le président, l'ex-président de PAL. Il a été avec moi. Il fut un camarade du parti. On connaît sa capacité. Il voulait évoquer quelque chose. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Oui. Mais je dis bien que on ne vient pas faire la propagande de quelqu'un. On le connaît à l'international, mais on ne le connaît pas au Cameroun. Mais ce n'est pas possible, madame. C'est très décevant. S'il savait que je venais sur le plateau pour venir entendre des... Non, je ne viens pas. Nous ne sommes pas en train de blaguer. Nous voulons
sortir le Cameroun des insuffisances économiques. Hein? Nous voulons sortir le Cameroun. Regardez les routes. Les Camerounais vivent mal. Il faudrait quand même avoir un programme, mais vous ne connaissez pas le Cameroun. Vous venez juste à la préélection présidentielle porter votre candidature et puis vous voulez être président de la République. Je demande aux Camerounais, on ne veut pas ces moqueries-là. Que ça s'arrête. Bon. Notre candidat, Bello Bouba Maïgari, est sérieux. Et je crois que si ce n'est pas le Camerounais qui est né dans la nuit d'hier, il le connaît déjà. Premier ministre depuis 1983. Et ministre, je ne peux pas. Et l'UNDP créé depuis 1991. Le PAL a été à l'UNDP. Nous connaissons la capacité de PAL. Demandez-leur pourquoi ils sont partis. Pourquoi ils sont partis? Ils n'ont jamais parlé de cela. Mais nous avons été avec le RDPC suite à une plateforme gouvernementale. Nous connaissons ce que nous faisons. C'est un contrat synalagmatique où chacun peut partir et le contrat est rompu. Vous l'avez déjà dit. Voilà. À 2 reprises. Je ne sais pas si aujourd'hui il faudrait qu'on vienne sur le plateau commenter. Non, ça m'a trop énervé. Quelqu'un à l'international qu'on le connaît, mais on ne le connaît pas au pays. Nous sommes au Cameroun, ce n'est pas... Le Cameroun gouverne, malgré que nous sommes un continent, comme on le dit, mais méfiez-vous avec vos méqueries, s'il vous plaît. C'est noté, Bouba Yaya. Au moins, Cabral Libi, on le connaît. C'est sa deuxième participation à l'élection présidentielle. Il croit dur comme fer qu'il va remporter cette élection présidentielle parce que, au moins, il a autour de lui des militants et sympathisants qui le connaissent, qui ne le découvrent pas, qui lui ont fait confiance la première fois et qui pourraient lui renouveler sa confiance. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est vrai que c'est la deuxième participation. Certainement, il y a une pression derrière au regard du score de la dernière élection, au regard des adversaires qu'il aura en face de lui. L'enjeu pour vous aujourd'hui, c'est quoi durant cette période de campagne, de pré-campagne électorale? C'est quoi? Maillot, vous insistez avec le thème pré-campagne. Je reste journaliste et je sais que nous sommes en période de pré-campagne électorale. C'est un temps de pré-campagne. De toute façon, le PCRN est un parti légaliste qui respecte la loi et pour nous, ça reste dans la continuation de l'éducation citoyenne. Au moment de la campagne, nous serons véritablement à campagne. Mais pour revenir à votre question, qu'est-ce qui meuble le quotidien du PCRN? Est-ce qu'il y a de la pression? Je crois plutôt qu'il y a des attentes. Il y a des attentes à satisfaire. En 2018, je vais faire mienne ici cette magnifique ode qui a été adressée à l'endroit du candidat Cabral Libi par une mastodonte, par un grand monsieur de la politique camerounaise, monsieur Cyril Sambaka, qui nous faisait savoir qu'en 2017, il a découvert un jeune homme avec sa fougue de jeunesse, avec sa pertinence et son éloquence, qui est rentré de plein pied dans le champ politique et qui, à l'issue de l'élection de 2018, est sorti 3e. Et que 7 ans plus tard, en 2025, il constate que c'est un homme accompli, un homme qui a de la stature, de la posture, un homme qui est bien accompagné, un homme qui a un programme politique alléchant, une offre politique qui sortirait le Cameroun des fonds baptismaux, comme le disait mon contradicteur d'en face. Alors, pour nous, au PCRN et pour le Cabral Libi, c'est de confirmer les attentes, c'est de satisfaire cet espoir qui a été mis au sein du cœur des Camerounais. Nous attendons que le président Cabral Libi, aujourd'hui plus qu'hier, confirme tout le bien que nous pensons de lui. Il a un programme politique alléchant, basé sur 11 axes programmatiques. Il a un projet qui vise à sortir le Cameroun de la pauvreté en 5 ans, à travers notamment l'effacement ou alors la réduction plus que possible du contact entre l'usager et le fonctionnaire. Il prévoit, comment je vais dire ça, comment est-ce qu'on a encore dit ça dans notre programme politique,
il programme la digitalisation des moyens de paiement au Cameroun, ce qui permettra, comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire, de passer d'un budget de 7 317 milliards à 15 000 milliards en 5 ans. Il prévoit, comme il le disait hier lors de sa conférence, de donner 2 milliards de francs CFA à chaque conseil régional, de donner au moins 3 milliards de francs CFA à chaque commune. Il propose l'industrialisation du pays, parce qu'il faut encore le rappeler ici, il n'y a pas de véritable richesse dans les matières premières. Pour que la matière première, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, devienne une richesse et obtienne de la valeur ajoutée, il faudrait que la connaissance, la science et la technologie transforment cette matière première de façon à ce qu'elle satisfasse un besoin réel, un besoin de consommation réel ou bien un besoin de consommation créé. C'est pour ça que l'industrialisation est à la base du développement du Cameroun. Il touche la question monétaire, je vais parler du programme politique. Bref, il touche tous les aspects de la vie camerounaise. En un mot comme en mille, le challenge, les défis qui nous attendent, c'est ceux de confirmer les espoirs placés en Cabral Libi, le 3e président du Cameroun, l'homme de l'accomplissement de la prophétie de Nyobe. C'est ce à quoi nous nous attelons au quotidien. Et pour ce faire, nous donnons comme mission d'éduquer les Camerounais, de faire ce déménagement mental au sein des Camerounais. Comme quoi, cette idée répandue dans l'opinion camerounaise, comme quoi on ne saurait battre le RDPC, que ce soit en coalition ou bien seul. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que votre candidat appelle les Camerounais à participer, à surveiller le vote. Vous avez d'ailleurs recruté des observateurs électoraux, ceux-là qui vont passer la journée dans les bureaux de vote le jour de l'élection. En effet. Et en fait, c'est ça le véritable défi de l'élection présidentielle. Nous avons l'avantage, quand je parle de nous, je parle du Cameroun tout entier. Le Cameroun est dans un marasme économique à nul autre pareil. La souffrance, la pauvreté, le mal-être, les mauvaises routes, les coupures intempestives, bref, les fléaux sont à l'appel. Et on a marre de cette gouvernance alambiquée depuis 43 ans. Les Camerounais veulent du neuf. Et effectivement, Cabral Libi vient avec du nouveau, avec du neuf. Il ne vient pas avec du réchauffé. Et pour ce faire, l'élection présidentielle, c'est l'affaire de tous et c'est l'affaire de chacun. Chacun devrait jouer sa partition. C'est pour ça que nous appelons de tous nos voeux tous les Camerounais. J'ai envie de prendre ici un exemple marquant que nous avons constaté sur le terrain. Dans le Noun, et notamment à Fumban, les électeurs de Fumban ont une façon particulière de vivre les élections, j'ai envie de dire. Le matin, ce sont les vieux, ou bien les aînés qui vont voter. À partir de minuit, ce sont les jeunes qui votent et restent. Font eux-mêmes la police dans les bureaux de vote. Lorsqu'on constate un visage qui n'est pas familier, on commence à se poser des questions et on met hors d'état de nuit cette personne si jamais elle a des velléités d'achat de conscience ou bien d'achat de vote. Et c'est ce que vous voulez que tous les Camerounais du pays fassent? Tous les Camerounais devraient le faire. Exemple? En effet, pour moi, c'est un exemple à dupliquer sur l'ensemble du territoire national. Nous devons être responsables de notre vote le 12 octobre prochain. Chacun de nous, jeunes, vieux, devons sortir et devons rester jusqu'à la fermeture des bureaux de vote, jusqu'au décompte des suffrages, jusqu'à la signature des procès-verbaux, s'assurer que chaque mandataire envoie son procès-verbal à son quartier général. Ainsi compiler les différents résultats, il n'y aura pas possibilité de donner un résultat autre que celui qui sort des urnes. C'est notre credo, c'est notre leitmotiv, c'est notre profession de foi au PCRN. Merci Thierry Armand Micom. Pierre Djokwa voulait réagir tout à l'heure. Oui, justement, je ne peux pas laisser passer ce qu'a dit. Je ne peux pas passer le représentant de l'UNDP. Oui, justement, merci, monsieur le journaliste. Je ne laisse pas passer ça. Il parle du candidat Caston Ateki Seta, qui ne connaît pas le Cameroun. Je dis, c'est toujours le manque de connaissances qui fait les choses. Quand on ne connaît pas, demander, c'est l'humilité. Quand tu connais, on demande. Je dis, pour ta gouverne, il est né, Seta Ateki Caston, est né à Bamboui.
Il a fait des études primaires à Bamboui. Il a eu son DC, il allait à l'université de Boya. C'est le Cameroun, hein. Il allait à Boya. Après le DC à Boya, après son diplôme à Boya, il a passé le concours de lyrique. Donc, c'est quelqu'un qui est formé, bien formé. C'est un produit du Cameroun. C'est un produit du Cameroun, merci. Mais là, ça ne répond pas à la question. Il connaît le Cameroun. Non, ça va, je réponds d'abord à ça. Est-ce qu'il connaît le Cameroun? Bon, deuxième question, est-ce qu'il connaît le Cameroun? Quand on a fait des études au Cameroun, tout au Cameroun, il n'a jamais fait des études, du moins pour l'instant, à l'étranger. Maintenant, il s'est lancé déjà dans ma foi, comment on dit encore ça, la personnalité des personnes de la société civile. Il s'est engagé pour le bien, pour la formation des Africains. Il a rencontré des présidents, dont Macron. Donc il a beaucoup œuvré au Cameroun. Pour le Cameroun en principe. Il apporte toutes ces informations, toutes ces savoirs-là maintenant au niveau du Cameroun. Donc, il ne peut pas dire comment on peut être reconnu à l'international. Il n'est pas connu localement. Mais est-ce que ça répond à la question? Est-ce qu'il connaît le Cameroun? Vous avez dit qu'il est né dans le nord-ouest. Oui. Il a étudié dans le sud-ouest. Est-ce qu'il connaît toutes les régions du pays? Est-ce qu'il est déjà allé dans un coin reculé de l'extrême nord? Il connaît les réalités des personnes là-bas? C'est la préoccupation de Bouba Yaya. Son papa était enseignant. Donc il a voyagé avec son père au cours des affectations. Je dis pour ça gouverne toujours. Il a voyagé un peu partout. Vous comprenez? Et il dit même que, j'ai consulté mes notes, en parlant de l'UNDP justement, de ton parti, il dit qu'ils ont fait un contrat sur la dramatique, ils se sont entendus, ils sont repartis. Et en même temps, il reproche à son partenaire, qui est le RDPC, le devoir du Cameroun, les devoirs du Cameroun. Vous avez posé la question plusieurs fois, il n'a pas pu répondre. Comment est-ce qu'ils ne peuvent pas, l'UNDP, comptable de ces devoirs après plus de 30 ans de collaboration avec le RDPC? Et bien plus, en parlant de l'ancien président, disons que le président national du PAL, qui est Sa Majesté Célestin Pézigui, il dit de lui que c'est un grand homme. Et ça a raison. Voilà quelqu'un qui quitte au lieu d'être candidat, il estime que non, après 34 ans à la tête du PAL, il ne peut plus. Un jeune n'est plus apte et plus indiqué à être candidat. Et au cours de la convention, notre dernière convention qui a eu lieu le 12 septembre 2025, il a proposé ce jeune. C'est ça. Avec l'approbation à l'unanimité de tous les congressistes. On l'a applaudi. Parce qu'avant, il a dit ce qu'il pouvait faire. Mm-hmm. Comme on dit sur le plan d'emploi, qu'il a fait son CV, on a vu son CV. Évidemment, il ne s'agit pas de présenter le CV du candidat non, ici. Bien sûr, bien sûr, on va évoluer, s'il vous plaît, parce qu'il nous reste 7 minutes pour sortir de l'émission. Vous avez suffisamment pris de temps pour répondre à Bouba Yaya. Permettez, s'il vous plaît, Pierre Jokwa, permettez que je vous relance. On va sortir de l'émission parce qu'il ne nous reste plus suffisamment de temps. Au PCRN, ils disent qu'ils sont en train le candidat est en train de vulgariser son programme. Quelle est la situation actuellement au niveau du PAL? Vous disiez à l'entame de l'émission qu'il y a la tournée se poursuit. Vous avez commencé à Bamenda, vous êtes allé à Bouéa, vous êtes rendu à Monatélé, dans la Léquier. Donc certainement, vous ferez le tour du pays. Mais qu'en est-il du programme de votre candidat? Oui, merci. Le programme, en principe, se résume. Tout le programme qui prend 2 pages ou 3 pages par là, se résume en 5 points. Ce que nous appelons le paquet minimum. Le paquet minimum. C'est-à-dire au niveau de l'emploi. C'est le premier point qu'on met en l'accent. J'ai commencé en disant qu'on ne peut pas acquérir les investisseurs ici et qu'ils viennent, non seulement ils donnent des salaires médiocres aux employés, aux Camerounais qui travaillent vraiment avec dévouement pour eux, et ça se passe comme ça. Il y a l'eau et l'électricité dans le paquet minimum.
C'est un secret de polichinelle. Si on dit à un Camerounais qu'il y a de l'eau ou de la lumière pour tout le monde, même pas pour 30% des Camerounais, on va s'atteler dessus. Il y a aussi, très important aussi, les infrastructures. Les infrastructures. Il faut les refaire. Et pour cela, nous avons pensé au BOT, c'est-à-dire Build, Operate and Transfer. En fait, l'État n'est pas obligé de se jeter dans les investissements à corps perdu. Et ils font ça, ils le font en dessin. L'investisseur réalise le projet et exploite pour se faire payer. Donc, c'est tout ce que propose votre candidat dans son programme. Oui. Dans son programme que les Camerounais... Bon, c'est entre autres ce que propose votre candidat dans son programme que les Camerounais pourront lire. Dans l'agenda du candidat, qu'est-ce qui est prévu dans les prochains jours? Dans les prochains jours, il y a Maroua, il y a Douala, il y a Bafoussam. Et bien sûr, on va couvrir toutes, du moins les chefs-lieux des provinces, des régions, elles seront couvertes. Bouba Yaya, dans l'agenda du candidat Bello Bouba Maïgari, qu'est-ce qui est prévu? C'est vrai que depuis un moment, il fait déjà le tour du Cameroun. Je venais de citer tout à l'heure, à l'entame de notre émission, le candidat de l'UNDP sera à Yaoundé le 27, à Douala le 28, à Ebolova le 29. Le reste, en pleine campagne, il le fera donc au niveau du nord et de l'extrême nord. Les directeurs régionaux chargés de campagne et leur équipe vont se déployer dans les départements et les arrondissements. Je crois bien qu'en ce moment-là, l'UNDP aura quand même accompli sa mission. Mais lorsque vous aurez fini de faire le tour du Cameroun durant la période de pré-campagne électorale, que ferez-vous pendant la Justement, campagne, nous avons recueilli les informations. Le besoin des Camerounais, il faut d'abord connaître les besoins des Camerounais. On ne peut pas venir sur un plateau dire que nous avons, sans toutefois avoir écouté les citoyens camerounais. Il n'y a pas que les militants de l'UNDP, il y a les sympathisants. Il faut les écouter. Il faut recenser toutes les informations, les besoins. En ce moment, on va donc rentrer s'asseoir, les conjuguer et puis le concevoir, étaler cela pendant la période de la campagne. Je crois bien que ce que le président national de l'UNDP a fait, c'est quelqu'un qui a une très grande maturité. Il ne peut pas aller comme comme les amateurs, dire que moi je veux gagner et tout dire, je veux faire. Non, il faut d'abord faire le tour, écouter le peuple. C'est noté. C'est noté. Thierry Armand Micom, dans l'agenda de Cabral Libye, qu'est-ce qui est prévu? Même si votre candidat fait déjà ses tournées et rencontre ses militants et sympathisants depuis un moment déjà. Merci de le relever, ma chère Claude Maillot, autant pour moi, merci. Nous sommes en travail depuis 2018. Okay? Au lendemain de l'élection présidentielle 2018, nous avons commencé notre travail et n'avons cessé de travailler. Il n'a pas échappé qu'il était à Kribi il y a 2 semaines, dans le Grand Nord, la semaine dernière, et même une partie du Tchad. Aujourd'hui, il est à Paris. Le 28 septembre, nous avons 2 méga meetings. Un à Edea et le dernier à Douala. Et puis après, le 28, nous sommes déjà dans la campagne. Et le programme va continuer de s'étaler comme ceci. Je dirais que le président Cabral Libye et notamment le PCRN a un maillage territorial des plus étendus. Au jour d'aujourd'hui, nous couvrons la totalité des 36 000 bureaux de vote au Cameroun. Nous restons sereins. Nous avons pris la peine pendant 7 ans d'écouter les doléances et les besoins des Camerounais. Nous avons apporté une réponse qui se formule en offre politique, en axe programmatique contenu dans notre célèbre livre, le manifeste de la rupture, ce que j'ai vu. Et aujourd'hui, nous demandons aux Camerounais de nous accorder, plus que par le passé, leur suffrage, nous accorder leur pleine confiance. Parce que l'avenir du Cameroun s'écrit au lendemain du 12 octobre avec le PCRN qui remplira la victoire. C'est noté. Michel Michaud Moussala, les candidats
à l'élection présidentielle veulent absolument faire le tour du Cameroun avant le début de la campagne électorale. C'est la seule solution pour remporter l'élection, le moment venu, maximiser ses chances de pouvoir, on va dire quoi, durant les 2 semaines de campagne électorale, ne pas se disperser, vu que le temps est court. Bien, écoutez, il faut pouvoir se faire connaître davantage. Ils eux-mêmes constatent qu'il y a ce type de carence entre le peuple et les partis politiques. Il y a des partis politiques qu'on entend parler que parce qu'est venue l'élection présidentielle, il y a des candidatures qu'on découvre parce que c'est l'élection présidentielle. Ils ont tout intérêt à aller dans les arrière-pays, dans l'arrière-village, dans les arrière-villages, se faire connaître davantage. Mais ce que je veux retenir, et ce qui est intéressant pour les partis politiques, je crois que moi je suis électeur. Et je pense qu'il faudrait trouver des arguments. Les Camerounais ont besoin, affichent une espèce de besoin de rupture. Qu'on ne perde pas le temps à se persécuter entre partis politiques. Nous voulions qu'il y ait une assiette, une vision, quelque chose de mûr et de solide. Le langage politique engage les politiciens. Mais je crois que c'est dont les Camerounais attendent. Parce que les Camerounais estiment que 43 ans... Il y a aussi une partie des Camerounais qui estiment qu'ils veulent continuer avec 43 ans. Tout à fait. Il ne faut pas oublier cet aspect. Qu'ils ont en face d'eux une machine. Nous passions le temps depuis 2 ans à dire aux leaders des partis politiques d'opposition, particulièrement pour ceux dont j'écris tous les jours, que attention, préparez-vous à une adversité coriace. Vous avez affaire à un système. Vous ne croyez pas que vous viendrez avec le dos de la cuillère, quoi que vous pouvez balayer des gens qui sont là depuis 43 ans. On va sortir de l'émission, Michel. Il faut que le mécanisme, je te le concède, laissez-moi chuter par là en disant que les partis politiques ont tout intérêt à revoir leur stratégie, l'approche que les Camerounais attendent. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir.